Ho, 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 joyeux Noël à tous. Excusez, décidément, je suis pas du tout douée dans le rôle du Père Noël apparemment. Mais je veux quand même vous souhaiter un très joyeux Noël et vous raconter pour cette occasion un conte de Noël. Enfin, ce n'est pas tout à fait un conte de Noël, mais on va faire comme si, d'accord ? L'histoire d'aujourd'hui nous emmène en Espagne, dans une ville fantôme cachée dans les montagnes où un groupe d'amis a vécu l'histoire la plus flippante de leur vie. Une histoire bien sûr incroyable, mais vraie. Alors, si vous aimez ce genre d'histoire flippante, étrange, inexpliquée, mais surtout réelle, vous êtes sur la bonne chaîne car c'est pile ce que je fais. Donc n'hésitez pas à vous abonner, commenter et liker car ça me permet de me faire une petite place dans le référencement de YouTube et surtout, ça me permet de savoir que mon contenu vous plaît. Et ça les gars, ça c'est mon carburant pour continuer à publier. Maintenant, j'ai juste une petite question qui est vraiment par rapport. S'il y en a entre vous qui ne mangent pas les croûtes de pizza, expliquez-moi pourquoi. Et je vous préviens, un simple « j'aime pas » n'est pas suffisant. Il faudra m'expliquer pourquoi tu n'aimes pas ça. Perso, j'adore la croûte de pizza, c'est pour ça que je demande. Et en parlant de bouffe, prenez-vous votre meilleur snack et votre meilleur chocolat chaud, car cette histoire envoie du lourd. Moi, c'est Gaïa, et je vous souhaite la bienvenue dans un nouvel épisode de Horror Gaïa. Le 16 octobre 1991, Enrique Martinez est sorti avec sa femme Anna et un couple d'amis, Sofia et Jorge, pour ramasser des champignons. Le groupe d'amis était catalan. Ils vivaient à Tarragone, une petite ville portuaire d'Espagne, et ils voulaient se faire une petite sortie cueillette. Cette activité n'était pas nouvelle pour eux, et ce jour-là, le spot de cueillette a été choisi par Jorge. Il a choisi la ville fantôme de La Mussara. C'était un endroit dit maudit, à la réputation bien glauque, et Jorge voulait y aller. Il voulait découvrir cet endroit. Pour mieux vous situer, les 4 amis ont roulé dans 2 voitures sur 40 km pour atteindre cette ville qui était située en pleine montagne, à plus de 1000 mètres d'altitude. Avant de devenir une ville maudite, la Mussara était plutôt prospère. Ses habitants profitaient des chutes de neige abondantes à cet endroit. Ils ramassaient la neige et ils la transportaient jusqu'à un grand radeau de pierre situé au centre de la ville et qui est encore conservé jusqu'à aujourd'hui. Et là, ils la compactaient pour avoir de la glace qu'ils revendaient à Tarragone et à d'autres localités voisines. Au XXe siècle, l'invention du réfrigérateur moderne a anéanti leur principale source de revenus, ce qui a progressivement mené au déclin de la ville. La dernière famille a quitté la Mussara en 1960. La transformant officiellement en ville fantôme. Les seuls vestiges de la municipalité qui sont encore reconnaissables aujourd'hui sont les ruines de l'église de San Salvador et l'ancien radeau à glace. Tout ce qui reste de la ville autre que ça sont des pierres dispersées par-ci et là et qui étaient bien sûr autrefois des maisons. Bref, pour retourner à nos 4 amis. Donc, Enrique, Anna et leurs amis sont arrivés tôt le matin à la montagne qui mène à la Mussara pour ramasser des niscalos et des asperges, puisqu'ils abondent dans cette zone. Et les niscalos sont un genre particulier de champignons. Comme je vous l'ai dit, ils ne sont pas à leur première cueillette, et donc ils avaient une tactique bien rodée pour travailler efficacement. En gros, ils se séparaient pour couvrir le plus de territoire possible, mais ils continuaient à se parler sans cesse, de manière à ce qu'ils soient en dehors des champs de vision les uns des autres, mais toujours à portée de voix, histoire de pouvoir se retrouver facilement au besoin et de rester en sécurité. Enrique a trouvé un beau champignon, un beau niscalos. Il a alors sorti son couteau de poche et l'a soigneusement coupé par sa tige qui poussait juste à côté d'une bûche. Ensuite, il l'a placé dans son panier en osier avec les autres champignons qu'il avait déjà ramassés.
Enrique s'est ensuite redressé pour profiter un petit instant de ce panorama incroyable qui s'offrait à lui. Une vallée verte, luxuriante qui s'étendait juste en dessous de lui. Enrique travaillait comme un barman et chaque nuit, il était entouré de centaines de personnes et était immergé dans un brouhaha sans fin. Donc, avoir la chance d'avoir un peu de quiétude dans la nature et de ramasser ses champignons était juste une bénédiction. Malgré la réputation horrible de cette ville, Enrique n'était pas à sa première visite et connaissait parfaitement l'endroit. Il n'était pas du tout effrayé, ni intéressé d'ailleurs par tous les lores et les histoires qui entouraient la ville. Lui, il voulait juste ces champignons Niskalos qui poussaient dans cette région. Du coup, il a arrêté sa contemplation, s'est retourné et a continué à scanner le flanc de la montagne à la recherche des Niskalos. Les Niskalos sont connus pour être succulents en grillade et de se marier magnifiquement avec la viande. Et le plan d'Enrique était de cueillir le maximum de ces Niskalos pour pouvoir préparer une petite grillade champi et viande pour sa femme et ses amis. Le groupe a progressé tranquillement dans la montagne jusqu'à ce qu'il voit enfin les premières habitations de la Moussara. Le groupe s'est frayé un chemin vers l'une de ces ruines qui était juste à la périphérie. C'était juste une fondation avec 3 murs encore debout. Il n'y avait pas de toit. Une fois au niveau de cette ruine, ils avaient une vue directe sur la route en contrebas. C'était la route principale qui traversait la Moussara et c'était un simple chemin de terre qui allait tout droit et qui était longé de ruines de part et d'autre sur toute sa longueur. Au bout de cette route, à peut-être 500 mètres d'où se trouvait le groupe d'amis, se tenait une grande église qui marquait le centre de la Moussara. Vous l'aurez deviné, c'est l'église de Saint-Salvador. L'église avait un énorme clocher et semblait plutôt en bon état. En tout cas, elle ne s'était pas totalement effondrée comme le reste des bâtiments qui l'entouraient. Derrière l'église, quelque peu visible de l'endroit où les amis se tenaient, il y avait un cimetière envahi par la végétation avec un étang à peu près dans la même situation que le cimetière et qui, en plus, grouillait de grenouilles qui croissaient. Alors que Enrique et ses amis se tenaient dans cette ruine à contempler la Moussara en silence, chacun d'entre eux a réalisé que cet endroit vers lequel ils avaient décidé de se diriger serait extrêmement flippant. Même si Jorge voulait absolument visiter cette ville à cause de toutes les histoires de hantise qui l'entouraient, le sentiment de peur et d'insécurité que lui insufflait la ville, à lui et à tous ses amis, était bien au-delà de toutes leurs attentes. Ça, et je vous le rappelle, ils étaient encore à l'entrée de la ville à ce stade. Et comme si ça ne suffisait pas, alors qu'ils regardaient tous cette fameuse route principale au loin, ils ont commencé à voir une espèce de brume qui se formait progressivement, enveloppant peu à peu la ville. En voyant ça, Jorge avait un sentiment à la fois de peur et d'excitation. Il s'est tourné vers ses amis, les yeux brillants, et leur a annoncé qu'en faisant ses recherches sur la ville avant de venir, il avait lu que cette brume était une caractéristique de la Moussara, que chaque nuit, toute la ville était camouflée par cette brume. Mais là, on était encore en début d'après-midi, et la brume avait déjà commencé à se former. Le groupe était encore debout silencieux, comme obnubilé par ce spectacle étrange et malaisant qu'ils étaient en train d'observer, quand Jorge a rompu ce silence en prenant sa copine Sofia par la main et en la traînant avec lui tout en disant à tout le monde « Suivez-moi, j'ai quelque chose à vous montrer ». Jorge joguait sur la route principale en direction de l'église en traînant Sofia avec lui. Et il était bien sûr suivi par un Enrique et une Anna tout aussi intrigués que Sofia. Mais après avoir peut-être fait une dizaine de mètres, instinctivement, Enrique s'est retourné et a jeté un coup d'œil aux ruines qu'il venait juste de quitter. Et à sa grande surprise, il n'était plus capable de la voir à cause du brouillard qui l'a complètement enveloppé. Enrique ne pouvait pas empêcher ce sentiment de malaise de l'envahir. Après tout, ce brouillard était censé s'installer la nuit. Mais là, il avance très rapidement alors que la journée était loin d'être finie. Ce sentiment ne l'a cependant pas empêché de reprendre sa course pour rejoindre son groupe d'amis qui s'était rassemblé sur le côté de la route, à quelques mètres plus loin. En les rejoignant, il a remarqué qu'ils entouraient une sorte d'exubérance rocheuse rectangulaire qui faisait un peu moins d'1 mètre de haut. D'un air incroyablement satisfait, Jorge a posé sa main sur ce rocher et a commencé à expliquer à ses amis ce qu'ils étaient en train de regarder. Il leur a dit que ce rocher s'appelait la Villa del Sis ou la Villa del Seis, qui se traduirait littéralement en le rocher de la ville des 6.
Ce rocher serait l'élément le plus ancien de la ville qui, je le rappelle, a plus de 900 ans. Donc, ce rocher, il était encore plus âgé que ça. Selon la légende, il aurait des pouvoirs sombres et transporterait quiconque qui le traverserait dans une autre dimension. Jorge continue en expliquant que le nom de la ville, la Mussara, vient du nom qui lui a été attribué par les armées musulmanes et que ça signifiait littéralement l'endroit où marcher ou plus l'endroit à traverser en marchant. À l'époque, ces armées s'arrêtaient toujours à ce rocher en traversant la ville. Ils croyaient dur comme fer que la Villa d'Elsis avait des pouvoirs mystiques qui pouvaient les aider à gagner leur future bataille. La réputation mystique de ce rocher a traversé les siècles et s'est transmise à travers les générations. Il est dit que ce rocher serait animé par des forces obscures et que même le fait de le toucher vous mettrait à risque d'être aspiré vers un monde rempli de démons et d'entités maléfiques. Jorge a bien sûr raconté toute cette histoire à ses amis en insistant sur le fait que ce rocher ne devait donc en aucun cas être touché et tout ça en gardant sa main à plat sur le rocher qu'il ne devait pas toucher, quoi. Mais vous inquiétez pas, c'est sûr qu'il voulait pas du tout être le seul à être aspiré. Du coup, après avoir fini sa tirade, il les regarde avec défiance et leur demande de toucher la Villa d'Elsis à leur tour. Sofia, sa petite amie qui était déjà terrifiée, avait catégoriquement refusé. Déjà à ce stade, je peux vous dire que je suis team Sofia. Pourquoi tenter le diable, hein? Puis de toute façon, je vous raconte pas cette histoire pour rien. Alors, on continue. Anna, la femme d'Enrique donc, elle était down d'essayer. Et donc, elle s'est avancée vers le rocher. Jorge a retiré sa main et Anna, avec une certaine hésitation et une grande appréhension, a placé sa main sur le rocher. Dès que la main d'Anna a touché la Villa d'Elsis, le groupe d'amis était tous alertes. Ils s'attendaient à assister à un phénomène bizarre. Ils s'attendaient peut-être à voir Anna disparaître. Mais c'était le calme plat. Rien ne s'est produit. Et donc, au bout d'un moment, Anna a juste retiré sa main, contente d'avoir vaincu ses peurs. Tout le groupe d'amis s'est alors mis à rire, comme pour décompresser une certaine tension qui s'était formée, en même temps parce qu'ils venaient d'être témoins du fait que c'était juste une légende, quoi. Sauf que, alors qu'ils riaient tous, l'attention de Enrique a shifté vers un truc très bizarre. Un truc qui l'a fait arrêter de rire instantanément. C'était le croissement des grenouilles dans l'étang qui se trouvait juste à côté de l'église. Un croissement qui s'était intensifié d'un coup, comme si l'intensité du croissement était directement liée au fait qu'ils aient touché le rocher 6. Enrique a alors commencé à regarder vers cet étang. Dans sa tête, il se disait que quelque chose du côté de cet étang a dû provoquer ces croissements. Mais malgré tous ses efforts, il n'arrivait pas à voir grand-chose à cause du brouillard épais qui avait déjà enveloppé cette partie de la ville. Puis, alors qu'Enrique continuait à fixer cette église, le brouillard s'est écarté de devant l'église pendant une fraction de seconde. Et quand je dis écarté, c'est vraiment le bon terme, car il ne s'est pas dissipé. Bref, il s'est écarté pendant cette fraction de seconde, offrant à Enrique une pleine visibilité sur l'une des fenêtres de l'église. Ce qu'il a vu à cet instant lui a juste glacé le sang. Il y avait une silhouette sombre qui était debout à cette fenêtre et qui semblait le regarder en retour. Enrique n'avait pas vraiment eu le temps d'assimiler ce qu'il venait de voir que la silhouette a disparu et presque au même instant, la brume a englouti la fenêtre de nouveau, laissant Enrique complètement abasourdi et perplexe. C'est clair que moi, à sa place, j'aurais juste fait demi-tour et retourné à ma voiture. Enrique n'avait aucune idée de comment gérer ce qu'il a vu. Ça s'était passé tellement rapidement qu'il s'est dit que c'était peut-être son imagination. Et avant même qu'il ne puisse plus y réfléchir, Anna, sa copine, était là, toute sourire, à lui demander de toucher le rocher à son tour. En fait, tous ses amis l'incitaient à le faire. Ils étaient clairement très amusés par ce défi. Et vu leur tête joyeuse, il était clair pour lui qu'il avait été le seul à avoir vu cette silhouette. Alors, pourquoi pas considérer que c'était vraiment juste son imagination après tout, non? Enrique s'est alors approché du rocher et l'a touché. Et juste au moment où sa main est entrée en contact avec le rocher, il a senti un shift dans l'air autour de lui. L'air était soudainement plus frais et le rocher a commencé à chauffer. En plus, une idée a bizarrement germé dans sa tête. Il a commencé à se dire qu'il pourrait parfaitement rester là, la main sur le rocher, pendant des heures, tellement la sensation était incroyable.
En même temps, une petite voix dans son subconscient lui criait de toutes ses forces de s'éloigner de ce rocher, comme si sa vie en dépendait. La petite voix a finalement eu le dessus et Enrique a violemment retiré sa main comme si elle avait été retenue par une force sur le rocher et qui s'était débattue pour l'enlever. Et juste au moment où sa main s'est éloignée du rocher, tout était redevenu normal. L'air était redevenu normal. Après ce qu'il venait de vivre, Enrique était encore plus perplexe et une petite sueur froide a commencé à subtilement l'envahir. Dans son groupe, Jorge et Ana étaient clairement très excités et curieux d'avoir les retours de Enrique après avoir touché le rocher. Mais Sofia, elle se tenait juste derrière eux et était la seule à avoir refusé de toucher la villa d'Elsis. Elle désapprouvait complètement ce jeu que son petit ami avait initié et elle n'arrêtait pas de leur demander de s'éloigner du rocher. Clairement, elle ne se sentait pas du tout à l'aise. Elle leur disait qu'elle ne voulait surtout pas provoquer les mauvais esprits. Jorge a alors gentiment tenu Sofia par la main et lui a parlé ainsi qu'aux autres. Il leur a dit qu'il était temps d'aller explorer plus profondément. Ana a rapidement emboîté le pas à ses amis alors que Enrique a pris un instant de réflexion. Il s'est dit que même si la silhouette était le fruit de son imagination, il ne pouvait pas ignorer le fait qu'il s'était senti complètement différent en touchant le rocher. Il était pendant quelques instants devenu étranger à lui-même. Quelque chose de mauvais hantait cette pierre et entrait possiblement toute la Moussara. C'était tout à fait normal qu'arrivé à cette conclusion, Enrique voulait une seule chose, quitter ce village maudit le plus rapidement possible. Surtout que le brouillard avait maintenant envahi tous les coins de cet endroit. Enrique était complètement flippé. Il voulait rentrer chez lui, mais en même temps, il voulait pas être le casseur d'ambiance. Donc, à contre-cœur, il a commencé à marcher sur cette route en terre en direction de l'église. Il était juste derrière sa femme qui, elle, suivait Jorge et Sofia. Après avoir marché un peu, le brouillard s'est un peu dissipé et Enrique s'est rendu compte qu'il n'était juste qu'à quelques pas de l'église. Maintenant, il avait pleine vue sur cette fameuse fenêtre où il avait vu la silhouette sombre. Et bien qu'il pensait encore que c'était son imagination ou une sorte d'illusion d'optique, il était soulagé de voir que ses amis ont continué leur chemin tout droit sans s'arrêter à l'église. Il était intérieurement effrayé de cette bâtisse et son malaise n'a fait qu'augmenter quand, attiré par la cacophonie assourdissante des croissements, son regard s'est jeté vers l'étang et qu'il a vu qu'il grouillait de grenouilles. Le groupe d'amis se dirigeait vers le cimetière qui se trouvait à l'arrière de l'église. Enrique a alors pressé le pas pour essayer de les rejoindre vu qu'il avait traîné derrière. Il essayait de toutes ses forces de ne pas regarder le bâtiment qu'il était en train de contourner. Il ne voulait pas regarder cette fenêtre. Son instinct lui hurlait de rester aussi loin que possible de l'église. Mais après qu'il ait dépassé l'étang et qu'il a commencé à contourner l'église, il s'est soudainement arrêté et a fait volte-face à cette fameuse fenêtre. Il ne voyait rien de particulier, mais quelque chose l'attirait vers cette fenêtre. Un peu malgré lui, quoi. Donc, sans avertir ses amis, qui étaient déjà loin devant, Enrique a marché d'un air étrangement tranquille jusqu'à ce qu'il soit juste en face de la fenêtre. Il regarde à travers et découvre l'intérieur complètement en ruine de l'église. Mais, malgré ces ruines, il pouvait encore distinguer l'emplacement des bancs et de l'autel. Le truc, c'est que plus il regardait à l'intérieur, plus il se sentait attiré par cet endroit et s'approchait encore plus. En son fort intérieur, Enrique voulait s'éloigner, mais il ne pouvait pas. Et à mesure qu'il se penchait à travers la fenêtre, les croissements des grenouilles se renforçaient, jusqu'à ce qu'Enrique se sente complètement envahi par ces grenouilles. Dans le cimetière, qui se trouve vraiment collé à l'église, Ana, Jorge et Sofia se promenaient entre les tombes en lisant les différentes pierres tombales. Quand Ana s'est soudainement rendue compte qu'Enrique n'était pas avec elle. Elle s'est alors dirigée vers le chemin d'où ils étaient venus et où elle avait vu Enrique marcher derrière elle, mais elle ne l'a pas vu venir. Elle s'est alors avancée un peu plus et en regardant vers l'église, elle a enfin vu Enrique qui se penchait en avant à travers la fenêtre en regardant dans l'église. Ana a crié son nom plusieurs fois pour attirer son attention, mais il ne semblait pas du tout l'entendre. Il continuait juste à se pencher de plus en plus à travers la fenêtre. Ana l'a alors rejoint et a mis sa main sur son épaule en le secouant. Son geste a fait que Enrique sorte de sa transe. Il était complètement confus et perdu, comme s'il ne savait pas ce qu'il venait de vivre.
Anna, qui était vraiment entraînée dans le mood de l'exploration, n'a pas du tout fait attention à l'état de son mari. Elle lui a juste demandé de se presser et de les rejoindre au cimetière avant de tourner les talons et d'y retourner elle-même. Elle avait tout juste assumé qu'il marchait derrière elle, j'imagine. Une fois de retour dans le cimetière, Anna s'est remise à se promener entre les vieilles tombes et à admirer les différentes stèles. À un moment donné, alors qu'elle regardait l'une des stèles, elle s'est reculée pour mieux l'observer. Mais en faisant ça, elle en a accidentellement heurté une autre qui était juste derrière elle et qui avait la forme d'une grande croix. À peine cette stèle avait été heurtée qu'elle s'est écrasée au sol et s'est brisée. Jorge et Sofía, qui étaient surpris par le vacarme causé par le choc de la pierre sur le sol, se sont retournés et ont vu la scène. Ils avaient tout de suite compris ce qui s'était passé. Surtout que Anna était dans tous ses états à essayer inutilement de relever la croix et de la recoller en place. Elle était totalement paniquée car elle ne venait pas seulement, malgré elle, de profaner une tombe, elle venait de profaner une tombe dans une ville hantée. Après plusieurs efforts pour remettre la stèle à sa place, sous le regard amusé de Jorge, elle a réussi à la remettre debout, mais elle était complètement cassée. Alors que Jorge, de son côté, continuait à se moquer d'elle et à lui faire peur en lui disant qu'elle allait sûrement se faire hanter par un esprit en colère. Sofía, sa petite amie, elle se sentait de plus en plus mal à l'aise. Et elle lui a demandé à un certain moment si c'était vraiment vrai que cet endroit était hanté. Dans le genre, est-ce que c'est une simple légende ou est-ce que c'est réel? Jorge a alors arrêté de rire et s'est retourné vers Sofía et lui a dit d'un air des plus sérieux qu'il pensait vraiment que la ville était hantée et lui a raconté à elle et à Anna cette histoire que je vais vous raconter. Donc, il leur a dit qu'en octobre 1873, une guerre civile faisait rage en Catalogne et l'une des armées utilisait les grottes de la montagne près de la Mussara comme une sorte de zone de repli. Surtout qu'ils avaient beaucoup de blessés et que ces cachettes leur permettaient d'offrir un minimum de soins. Une nuit, leur général a été blessé et a été amené dans l'une de ces grottes. Malheureusement, peu après son arrivée, il a succombé à ses blessures. Les quelques soldats qui l'accompagnaient tenaient à donner à leur général les honneurs qui lui reviennent de droit et à lui offrir un enterrement digne de lui. D'un autre côté, ils étaient parfaitement conscients que sa mort devait absolument rester secrète pour ne pas démoraliser les troupes. Le seul fait que sa mort se sache pourrait signer leur défaite, quoi. Donc, ces soldats ont construit un cercueil et y ont mis le corps du général. Puis, tôt le lendemain matin, profitant de la pénombre, ils ont porté le cercueil jusqu'à la Mussara et l'ont secrètement enterré dans le cimetière derrière l'église. Quelques semaines plus tard, un bataillon de soldats ennemis a envahi la montagne. Ils étaient à la recherche du général. Ils voulaient le capturer puisqu'ils ne savaient pas qu'il était mort. Ne le trouvant nulle part, ils se sont dit qu'il se cachait probablement quelque part à la Mussara et du coup, ils se sont mis à fouiller toutes les maisons de la ville. Ils ont retourné toutes les maisons de fond en comble, les saccageant à souhait au passage. Ils étaient même prêts à exécuter du monde innocent si aucune information n'était donnée sur la localisation du général. Ils avaient déjà préparé leur peloton d'exécution et allaient mettre à effet leurs menaces quand un vieil homme, un villageois, s'est avancé et a dit à ses soldats ennemis que le général était mort depuis un moment maintenant et que son corps était enterré dans le cimetière derrière l'église. Les soldats n'y croyaient pas et ont demandé de voir le corps du général. Mais le vieil homme leur a dit qu'il ne savait pas exactement où il avait été enterré, qu'il savait seulement qu'il avait été enterré dans le cimetière. Les soldats ont alors emmené tous les villageois jusqu'au cimetière et les ont obligés à déterrer tous les morts un à un jusqu'à ce qu'ils trouvent le général. Alors que les villageois avaient commencé à creuser, les croissements des grenouilles dans l'étang devenaient de plus en plus forts, à un point tel que le lieutenant ou général, on va dire que c'est un lieutenant de l'armée ennemie qui accompagnait les soldats, était exaspéré par ce bruit. Il s'est alors dirigé vers l'étang et a commencé à tirer dans l'eau pour tenter de faire taire les grenouilles. Mais son geste semblait juste avoir l'effet inverse, puisque leur bruit était devenu encore plus fort. Exaspéré, il abandonne et retourne au cimetière auprès de ses hommes. Là, il remarque que les fouilles ont cessé, toutes les tombes avaient été déterrées, mais pas de traces du général. Enfin, toutes les tombes, sauf une. Le lieutenant a alors demandé aux villageois de déterrer cette tombe, mais aucun villageois n'a voulu le faire. Ils semblaient tous, en quelque sorte, pétrifiés à l'idée d'approcher cette tombe. Sous l'insistance du lieutenant et ses menaces,
L'un des villageois s'est avancé hésitant. Il lui a dit que dans cette tombe était enterrée une vieille femme morte récemment et que tout le monde soupçonnait cette femme d'être une sorcière. Donc, il était dangereux d'essayer de la déterrer. Mais vous imaginez bien que les soldats s'en foutaient royalement. Et ils ont juste mis le collimateur de leur arme sur une personne au hasard et l'ont obligé à creuser cette tombe. Les soldats ont ouvert le couvercle du cercueil et ont découvert une vieille femme parfaitement préservée, malgré le fait qu'elle devait être morte depuis quelques semaines déjà. Elle était allongée sur le dos et sa peau était très pâle, mais elle n'avait pas du tout commencé à se décomposer. Même ses joues avaient encore une teinte rosée. Les lèvres de cette femme étaient entr'ouvertes, comme si elle s'apprêtait à dire quelque chose. Et surtout, ses yeux étaient grands ouverts, comme s'ils scrutaient tout le monde. À peine quelques secondes après avoir ouvert le cercueil, les villageois ont commencé à pleurer de terreur. Ils reculaient tous en essayant de s'éloigner de ce cercueil. Les soldats, quant à eux, bien que surpris par l'aspect de cette femme, étaient surtout en colère parce qu'ils n'avaient pas trouvé le général. Du coup, pris de frustration, ils ont sorti le corps de cette femme de sa tombe, l'ont pendu à un arbre et l'ont criblé de balles jusqu'à ce qu'elle devienne une vraie passoire. Éventuellement, lorsqu'ils ont arrêté de tirer, ils se sont rendus compte que l'atmosphère était terriblement calme. La cacophonie des grenouilles avait soudainement et complètement cessé. C'était tellement oppressant que ces soldats se sont juste enfuis. Ils sont partis en courant sans dire un mot aux villageois. Les habitants se sont alors mis à réenterrer tous les corps déterrés et à un moment donné, l'un des villageois a sauté dans le trou où se trouvait la tombe de la sorcière et lorsqu'il a atterri, son pied s'est enfoncé dans le trou. Il avait en fait atterri sur un sol creux en dessous duquel se trouvait un autre cercueil. Et ce cercueil secret appartenait au général. Les hommes qui avaient enterré le général l'ont mis au fond d'une tombe déjà ouverte qui était sur le point d'accueillir un autre cercueil et l'ont recouvert d'assez de terre pour que personne ne se rende compte de sa présence. Le lendemain, les villageois étaient venus et y ont enterré la sorcière par-dessus, en ignorant que le général était juste en dessous. Ensuite, la tombe a été ensevelie et une pierre tombale installée. Mais comme ils pensaient que c'était une sorcière, aucun nom n'a été gravé dessus. À la place, ils ont juste gravé une ligne horizontale à travers cette pierre tombale. Après cet incident de profanation, la Moussara a changé du tout au tout. Les gens ont commencé à mourir les uns après les autres et leur sol est devenu infertile. Ensuite, ils ont été envahis par des insectes, suivis de maladies mystérieuses. Bref, il n'en a pas fallu longtemps pour que la Moussara devienne une ville maudite qui a fini par chasser les derniers de ses habitants dans les années 1950, comme je vous l'ai raconté un petit peu plus tôt. À l'écoute de cette histoire, Anna était terrifiée et en regardant la stèle au sol, la stèle qu'elle venait juste de briser, elle a remarqué qu'il n'y avait pas d'inscription dessus, mais juste une ligne horizontale. Elle venait juste de briser la pierre tombale de la sorcière. Les yeux d'Anna se sont écarquillés et une expression de terreur pure s'est dessinée sur son visage. Elle était sur le point de crier à Jorge et Sofia qu'elle voulait partir quand ses yeux se sont posés sur l'un des murets du cimetière où se trouvait un champignon parfait. Le champignon qu'elle savait que son mari recherchait. Distraite un peu de sa frayeur, Anna s'en est approchée et l'accueillit. Elle s'est ensuite retournée pour le montrer à Enrique. Mais Enrique n'était pas là. Il n'était pas dans le cimetière. Anna s'est alors rendue compte que son mari ne l'avait peut-être pas suivi tantôt lorsqu'elle est allée le chercher. Elle s'est alors mise à crier son nom sans réponse. Elle s'est donc retournée vers Jorge et Sofia qu'elle pouvait à peine voir à travers le brouillard et leur a demandé s'ils avaient vu Enrique. Bien sûr, aucun des deux ne l'avait vu. À ce stade, avec ce qu'elle venait de vivre et l'histoire qu'elle venait d'entendre, Anna commençait à vraiment paniquer. Jorge et Sofia étaient complètement dans l'incompréhension quand ils l'ont vue partir à toutes jambes vers l'église. Du coup, ils ont décidé de la suivre. Bien qu'ils suivaient Anna, avec tout le brouillard qui avait envahi la ville, Jorge et Sofia étaient incapables de voir ni Anna ni Enrique. Ils avançaient quasiment à l'aveugle sur le chemin principal qui longeait l'église. Par contre, ils pouvaient clairement entendre la voix d'Anna qui criait le nom d'Enrique. De temps à autre, ils apercevaient ces ombres qui se déplaçaient dans le brouillard et ils pensaient que c'était Enrique ou Anna. Mais quand ils allaient vers elle, ils ne trouvaient personne. Sofia était complètement terrorisée et se collait de plus en plus à Jorge, qui lui aussi était pétrifié à ce stade et n'avait vraiment plus le cœur à plaisanter. Le couple a décidé de suivre la voie d'Anna et d'accélérer le pas.
Alors qu'il se rapprochait de plus en plus d'Anna, le croissement des grenouilles a repris de plus belle, devenant de plus en plus fort et rendant les cris d'Anna presque inaudibles pour le couple. Puis, d'un coup, les grenouilles se sont tues. Et Jorge et Sofia pouvaient de nouveau suivre la voix d'Anna. Mais ce qu'ils entendaient à présent, c'était les sanglots d'Anna. Une fois arrivés à son niveau, ils l'ont trouvée agenouillée devant cette fameuse fenêtre où elle avait vu Enrique la dernière fois. Anna était en larmes et tenait le panier en osier d'Enrique dans ses mains avec tous les champignons qu'il avait collectés. Anna, Jorge et Sofia ont passé l'heure qui suit à rechercher Enrique dans le brouillard de la Mussara. Mais lorsque la nuit a commencé à tomber, ils ont décidé d'alerter les autorités. Ils étaient clairement incapables de retrouver Enrique tout seul. Lorsque la police a été alertée, une grande battue a été menée dans et autour de la Mussara. Des policiers et des civils ont cherché Enrique pendant toute la semaine qui avait suivi, mais sans succès. Enrique n'a jamais été retrouvé. Il a juste disparu en laissant derrière lui son panier en osier qu'Anna avait retrouvé. Au bout de cette semaine, les recherches ont été abandonnées. La police a avancé l'hypothèse qu'Enrique avait probablement eu un accident en s'éloignant de ses amis et qu'il était probablement mort. Et qu'il finira, ou plutôt que son corps finira par être tôt ou tard signalé par des randonneurs. Anna, par contre, n'a pas pu accepter cette version et a continué à rechercher son mari à la Mussara. Pendant les 3 mois qui ont suivi la disparition d'Enrique, Anna y est retournée plusieurs fois avec Jorge et Sofia pour chercher Enrique. Et en janvier 1992, alors que Anna, Sofia et Jorge étaient à la Mussara pour une autre expédition de recherche, ils passaient devant l'église et en regardant à travers cette même fenêtre où Enrique se tenait, ils ont vu dans l'église 6 silhouettes sombres portant des robes. Ces silhouettes se tenaient debout en cercle et semblaient ne rien faire d'autre. Anna a directement pensé que c'était un groupe de chasseurs de fantômes puisque depuis l'annonce de la disparition de son mari, la ville a attiré de plus en plus de touristes et de passionnés de paranormal. Du coup, Anna était vraiment hors d'elle et a décidé d'aller leur dire 2 mots, puisque pour elle, c'était vraiment un manque de considération pour ce qui est arrivé à son mari que de venir jouer aux apprentis chasseurs de fantômes à la Mussara. Anna s'est alors dirigée à la fenêtre et elle était sur le point de crier quand l'une des silhouettes s'est soudainement tournée vers elle. Et ce qu'a vu Anna l'a bloquée dans son élan. Sa voix s'est nouée dans sa gorge et elle s'est reculée de terreur. Ces silhouettes dans l'église n'étaient clairement pas des chasseurs de fantômes. En fait, ça n'était même pas humain, puisque la silhouette cagoulée qui a regardé Anna n'avait pas de visage, mais juste un grand vide noir à la place. Même si Anna ne distinguait pas Dieu, elle sentait le regard de cette chose la fixer. Et comme si ce n'était pas suffisant, le groupe d'amis a commencé à entendre un bruit de galop se rapprocher de derrière eux. Le galop était de plus en plus fort, comme si plusieurs chevaux chargeaient en leur direction. En même temps, le son des grenouilles a commencé à se faire entendre, lui aussi de plus en plus fort. Anna, Sofia et Jorge se sont retournés derrière eux, vers le bruit de galop, en s'attendant à voir un carrosse s'approcher ou quelque chose du genre. Mais rien. Il n'y avait rien d'autre qu'un épais brouillard qui cachait parfaitement la route. Les 3 amis se sont alors retournés pour regarder dans l'église et ont vite remarqué que les silhouettes n'y étaient plus. Pensant que ces personnes, ou quoi qu'elles soient, venaient les chercher, ils ont juste décidé de quitter la Mussara le plus rapidement possible pour ne plus jamais y retourner. Enrique, lui, n'a jamais été retrouvé et personne n'a la moindre idée de ce qui a pu lui arriver. Ce qui est le pire, c'est que la disparition de Enrique n'est pas un cas isolé. Plusieurs autres personnes ont disparu à la Mussara dans des conditions tout aussi étranges, et elles aussi n'ont jamais été retrouvées. Voilà pour l'histoire d'aujourd'hui, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me lâcher votre meilleur like et à me dire en commentaire ce que vous en pensez. À votre avis, est-ce que la ville est vraiment hantée? Est-ce qu'il y a vraiment une malédiction? Et surtout, est-ce que vous oseriez la visiter? Moi, je peux vous le dire d'emblée, je n'irai pas pour tout l'or du monde. Disons que je préfère pas tenter le diable, quoi. Sur ce, je vous souhaite encore une fois un très joyeux temps des fêtes. Profitez de vos vacances, de votre famille et des gens que vous aimez et qui vous aiment. Profitez de la vie, soyez heureux et surtout, restez safe. Ciao!